Pour être précis, parce que c'était un événement important. On avait parlé du sujet, je viens de prendre la direction il n'y a pas trop longtemps. On avait parlé de débuter chaque année avec un événement, un sujet important qui marque le début de l'année académique et souligné chaque année par une rencontre disons, important. Et nous sommes ici pour souligner un moment important. Important pour cette école, et c'est un départ qui se veut aussi un retour. J'aimerais que cette idée de recommencer, de revenir ici soit présente dans ce départ. C'est un hommage aussi à un des grands maîtres de cette école, à un collègue, un ami, à quelqu'un qui a vécu beaucoup ici avec nous, avec tous. Donc merci André, un grand merci de cette école, un grand merci de tous, de nos collègues, un grand merci des étudiants, un grand merci personnel aussi, de ma part. Nous te devons beaucoup. Et j'espère que cette nouvelle étape qui s'amorce nous permette de continuer à être en contact, comme je l'ai dit, avec cette école avec nous. Donc cette école te doit beaucoup. Nous sommes chanceux d'avoir eu un professeur et chercheur aussi compétent, aussi dévoué et engagé, qui a fait de l'école un lieu que, moi j'ai dit que tourner vers nos origines. Je pense que ça c'est quelque chose d'important, vers l'architecture vernaculaire et universelle, vers l'homme comme être social et solidaire, et vers les autres mondes. Ces mondes que quand on aime, que parfois ils sont invisibles, mais ils sont essentiels pour nous comprendre. Donc je parle de l'Afrique, je parle des Premières Nations. Ces mondes que, en fait, nous apportent tant de sagesse. Cet axe aussi qu'on parle de nord-sud, beaucoup parlé dans la chaire, auquel nous devons être tous très sensibles, pour essayer entre tous d'effacer cette énorme inégalité qui existe aujourd'hui. Et c'est là peut-être que l'architecture peut faire quelque chose, peut-être à travers la chaire que Jean Diès l'a apporté ici à l'école, cette chaire à laquelle j'ai le plaisir aussi de participer, la chaire UNESCO. Dans l'approche vernaculaire, nous a permis de voir l'architecture aussi autrement, de la comprendre, de la communiquer, même de l'exercer, en nous posant des questions, comme je disais, sur nos origines, sur notre identité attachée au lieu. Donc merci beaucoup pour cette vision de l'architecture, qui nous a permis de prendre conscience avec notre temps, un temps passé, présent et futur, et à nous positionner, je dirais, en clé vitale, en clé éthique et en clé politique. Une écosophie que disait Félix Guattari, où les registres écologiques vont au-delà de l'environnement, tenant compte des relations sociales, sociétaires, des relations de l'homme humain. Un positionnement qui suit aussi cette écoumène, tant on aime, et on a parlé d'Auguste Berg, cette approche du milieu humain, une approche vernaculaire qui nous pose peut-être deux questions. On a parlé de ces deux questions beaucoup. Comment nous vivons sur notre planète et comment allons-nous vivre l'année prochaine, d'ici à l'année. Bon, merci André. Notre école est redevable de ta générosité. Tu as partagé tes savoirs, ta vision de l'architecture. Et c'est une vision, en regardant ce titre de ta conférence, qui rassemble le nomos humain, c'est-à-dire les relations, les règles qui dirigent les hommes, nos vies, et la physis. La physis, cette nature des choses. Un espace, bien sûr, on trouve la clé, on trouve notre origine, où on trouve le vernaculaire, et où l'architecture naît, rassemblant l'homme à la terre, ou la terre. Donc merci beaucoup André, je te laisse la parole, et merci d'être venu. Je vais commencer aussi par des remerciements. Des remerciements
l'université, des remerciements à l'école, des remerciements à Louis, des remerciements à mes collègues avec qui j'ai travaillé les dernières décennies. On a 26 ans, on était ici. Évidemment, à Geneviève, je pense à Myriam, à Gilles, Sam, j'ai travaillé, et qui ont fait de ces 26 dernières années une aventure extraordinaire. Et aujourd'hui, je m'adresse surtout aux étudiants. Donc, les profs savent un peu ce que je vais dire, ils connaissent un petit peu, même s'ils n'ont pas assisté à mes cours comme tel. Parce qu'on veut faire une exposition, on veut faire des petites choses, des interventions ici et là. Mais c'est surtout aux étudiants auxquels je m'adresse aujourd'hui. Et je vous trouve, en quelque sorte, chanceux d'être là, ici. Pas précisément, mais d'être à l'école d'architecture. Moi, il y a presque 50 ans, cette belle aventure-là a commencé. J'étais dans un auditorium, un peu comme ça. À l'époque, c'était sur au pavillon Bon Enfant, 4e, 5e étage de la bibliothèque actuellement. Et j'ai parlé d'architecture. Et je vous souhaite que l'aventure que vous allez vivre les 20, 30 années à venir, 40 ans à venir, soit aussi enchantante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'éloge de la différence et de la parenté. Deux aspects, à mon avis, en fait, extrêmement importants. Et la présentation est divisée un peu en tiers. Les 17-18 premières diapos sont, je campe un peu ce qui sous-tend mes plaisirs, ce qui sous-tend mes passions, ce qui a fait en sorte que je vous présente toujours à cette sauce-là, les 17 premières diapos, mes cours, mes projets, etc. Donc, les étudiants que j'ai accompagnés, qui m'ont accompagné les dernières années, excusez-moi pour la répétition, ça va donner dans vos oreilles. C'est quelque chose que j'ai répété bien souvent. Donc, la parenté. Évidemment, toujours avec mes étudiants, j'ai toujours été peut-être même à la limite du personnel, parce que je n'ai jamais dissocié mon métier de ma vie. Fin de semaine, beaucoup d'architectes, ça n'existe pas beaucoup. Les soirs, les matins, on se réveille, on pense à la job, on pense au coup, on pense à... C'est un métier qui nous enveloppe. On pense aux maisons des hommes. On pense à sa maison. On se questionne sur sa maison. Donc, de 79 à 81, excusez-moi, de 53 à 79, la naissance jusqu'à 79, je vis dans un monde pareil, occidental. Mon regard est essentiellement tourné sur l'Amérique du Nord et un peu l'Europe. Donc, on parle d'une certaine parenté. Bon, j'ai eu, on en parlait récemment avec mon grand-père qui est ici, on a eu la chance, nous tous les deux, d'aller vivre en Europe pendant 2 ans, avec des parents un peu, je dirais pas étranges, mais quand même particuliers à leur façon. Un père poète, aventurier, et une mère tournée davantage sur sa famille et son voisinage. Et là, ils partent ensemble, un peu sans trop de plan, découvrir l'Europe. Mon père est militaire. Et ils partent ensemble découvrir l'Europe. Mon père fait ça de façon très spontanée, un peu désorganisée, à sa façon, un peu asociale parfois, mais très curieux. Et ma mère, elle est tournée vers l'intérieur, vers la maison. Et elle est aussi couturière. Je pensais à ça l'autre fois aussi, elle est aussi couturière. Puis elle fait tous nos linges, nos manteaux, etc. Nous, les deux, on est habillés à 4 étages. Assez qu'un jour, on se retrouve sur le train, d'où à où on allait, avec toute l'armée canadienne qui se déplaçait. Et on est tellement tiré à 4 épingles que ma mère se fait interpeller parce qu'elle se fait prendre pour la femme du général.
Tellement ces deux enfants sont chic and smart, et elle aussi est super bien habillée. Alors, et par contre, le bonhomme, lui, il est juste caporal. Okay? Il va prendre cette aventure-là à sa façon. Pas du tout en obéissant aux règles militaires. Donc, il y a beaucoup de ça, à mon avis, dans ce qui va suivre les 40, 50, 60 années après. L'école d'architecture, pour parler d'architecture, je me suis rendu compte après que si j'avais à résumer par une image, c'est celle-ci, vers une architecture, le livre de Le Corbusier. Donc, j'entre à l'école d'architecture et on nous parle tout de suite de ça et des années après, je me rendrai compte que ce que j'ai appris, c'est pas l'architecture, c'est l'architecture moderne. C'est l'architecture dite internationale, ou inévitablement, à cette époque-là, internationale, parce que le siècle qui s'installe après la Deuxième Guerre est le siècle américain. Et on est en train, actuellement, de basculer de ce siècle américain vers quelque chose d'autre. Et là, vous allez vivre ça, vous allez construire, vous allez concevoir une maison, vous allez penser à votre maison dans ce basculement. Aventure extraordinaire. Je vous envie presque d'avoir à travailler à ce moment-là. Et par contre, en 1979, j'ai la chance d'aller travailler en Afrique. Je vais travailler en Afrique, je vais enseigner à construire des écoles, et je construis des écoles avec mes mains, avec nos mains. Peu de machines, peu d'outils sophistiqués, on appelle à quel point les travailleurs, la majorité des travailleurs touchaient à l'ici pour la première fois. Donc, une aventure assez différente. Et quelques années plus tard, je me retrouve pendant 3 ans en Chine, à Pékin. Autre planète, autre ailleurs, qui bouscule complètement ma vision du monde. Et là, évidemment, je me questionne comment ça se fait qu'en Amérique, chez nous, on vit comme ça, dans des maisons comme ça, avec des laveuses, des sécheuses, des chars, des routes pavées. Et là, je suis en Afrique, avec des routes de terre, pas de laveuses, pas de sécheuses, tout se fait à la main. Pourtant, les gens sont tout aussi intelligents, tout aussi éveillés que ceux que je connais en Amérique ou ailleurs. Pire encore, je me retrouve en Chine, je découvre un monde fabuleux, fabuleux, que j'ignorais complètement, avec une histoire de 1500, 3000 ans, avec plein de choses qui ont influencé l'Occident que je ne connaissais pas. On avait toujours pris pour étant comme des acquis ici. Tout à coup, je me mets à regarder le monde différemment, et cette différence-là me passionne. Et c'est ça un peu qui va alimenter, en fait, toutes mes vies. Donc, on est sur une seule terre, un seul site, et maintenant, on en connaît les limites de plus en plus. On est allé à peu près partout sur la planète. Et je suis fasciné aussi par d'où on vient. Hein? Si vous lisez Hubert Reeves, vous allez voir qu'on était déjà là, tous ici, dans nos molécules, il y a des milliards d'années. Et c'est quelque chose qui, philosophiquement parlant, techniquement et matériellement, m'interpelle. On va revenir sur la Terre, notre maison. L'aventure humaine sur la planète, la façon dont on découvre la planète me fascine. Et de voir des différences me fascine aussi. Et là, je me mets à lire aussi parce que, évidemment, je viens d'ici, j'ai passé quelques années ici, je vais travailler un petit peu là, après ça, je vais passer quelques années à Pékin. Là, je cherche à comprendre pourquoi les maisons des hommes sont si extraordinaires, mais aussi si différentes. Alors, on poursuit, et au fur et à mesure que les années passent, je mets des images, je mets des connaissances, je mets des techniques, je mets des fonctions à ces maisons-là, des façons d'habiter le monde, et aussi une façon très poétique d'habiter le monde. Et ça aussi, ça m'interpelle. Parce que, oui, on parle d'argent, de fonction, il y a quelque chose derrière qui a l'air de, excusez-moi l'expression anglaise, de driver le monde, qui est plus fort que l'argent, qui est plus fort que la fonction. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? Et cet aspect poétique de la maison va m'interpeller.
Et aussi différents que les Chinois peuvent être, les Africains peuvent être que moi je suis à l'époque, je sens beaucoup de parenté. En voyageant un jour, je me retrouve au musée d'histoire naturelle de Paris et je vois cette vitrine où il y a 4 membres antérieurs de 4 animaux différents, la chauve-souris, le crocodile, l'albatros et l'homme. Et ces 4 membres, en fait, c'est le bras humain, et qui sont identiques pour ces 4 animaux-là. Alors, c'est le même nombre d'ossements, d'os qu'on a, avec les mêmes relations, sauf que pour la chauve-souris, les phalanges ici qui sont nos doigts deviennent ce qui supporte ces grandes ailes. Et c'est le même plan. C'est extraordinaire, la parenté qu'il peut y avoir. Et nos maisons sont, dans un certain sens, la même chose. On partage énormément de choses avec tout le vivant de la planète. Ça, c'est ce qui soutient quand même, parce que vous allez peut-être me dire, l'architecture est tout là-dedans. Ça, pour moi, ça sous-tend l'architecture, ça soutient l'architecture. Et, comme parent, l'arbre de la vie, je ne sais pas si vous connaissez ce diagramme-là, c'est l'arbre de la vie, là, à partir de la première vie sur Terre, une espèce de bactérie, vraiment quelque chose qu'on porte en nous, mais qui devient une multitude de milliards de formes de vie. Ben, l'homme, autour de ça, on est là, parmi les animaux. On est une petite coche parmi tout ça. Donc, on a l'habitude de se péter les rebelles comme humains. On devrait peut-être en ça. La découverte de la planète, elle se fait évidemment de façon très diversifiée à différentes époques. Il y a des allers-retours, on va en des endroits, on revient, on redécouvre. Il y a des passages qui se font à certaines époques parce que les changements climatiques le permettent. Autrement, c'est plus possible. Donc, on va découvrir la planète et se l'accaparer lentement. Par contre, ce qui est important, c'est, excusez le dessin de quelques années, 2013, ce qui est étonnant, c'est que les quelques 7 milliards 898 millions d'habitants qui sont sur la planète, on est tous, actuellement, en 2021. Personne qui est des années 50, personne qui est dans 1800. On est tous aujourd'hui, en 2021, à différents endroits sur la planète. Mais par contre, pour les avoir rencontrés, je pense par exemple à Annie Alakou de Saint-Louis, que j'ai rencontré il y a quelques années, son parcours à elle, si moi je suis proche de la vague principale technologique qui a suivi les grandes découvertes à partir des empires égyptiens, des empires romains, des empires grecs, l'Europe et l'Amérique, il y a certains groupes humains qui, par hasard, par choix parfois, ont pris des directions très particulières. Et la gang d'Annie Alakou, j'ai habité il y a quelques années, Saint-Louis, a suivi un parcours différent. Elle n'est pas en arrière, elle n'est pas plus arrière avec moi. C'était en 2016-2017. On était là en même temps. Par contre, son parcours à elle était très différent. Tellement différent, difficile pour moi de saisir cette différence-là. Et sa maison, et là, ce qui m'interpelle dans ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a une photo d'elle dans un église. Et là, elle me dit, jusqu'en 1960, j'ai habité dans une église. À Saint-Louis, il n'y avait que des igloos. 1960. Oh, je me rappelle, 1960. Où je suis, moi, en 1960. Mon parcours est extrêmement différent. Et donc, ça, de réfléchir à ces parcours-là, est extrêmement important pour nous, architectes aujourd'hui, parce qu'on construit, puis on construit pour les autres. Vous allez construire pour les autres. Ça, c'est important de ne pas assumer que les autres pensent nécessairement comme vous, et qu'ils veulent vivre nécessairement comme vous. Cette distinction-là, elle existe partout. Souvent, on a tendance à penser que l'Afrique noire est plus semblable à l'Afrique noire que le reste de la planète, parce qu'il y a le reste de la planète, il y a les Chinois, il y a les Sud-Américains, il y a les Américains, etc.
Au contraire, il y a plus de diversité génétique en Afrique que partout ailleurs. Cette découverte-là s'est faite longtemps, je vous en parlais. Lentement, elle a permis, dans sa lenteur, de développer des cultures, des façons d'habiter, des façons de voir le monde extrêmement différentes. Extrêmement différentes. On la parcourt à pied, on la parcourt en radeau, à voile, en canot, et tout ça se fait très, très lentement, pour des milliers d'années. Ça prend des générations à découvrir un continent, à s'établir, à développer des types d'architecture. Aujourd'hui, si on regarde en arrière, d'où on vient? Est-ce qu'on a passé par, sur quel continent on vient? Est-ce qu'on vient d'Amérique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Eurasie, d'Afrique? Est-ce qu'on est passé par, premièrement, l'axe, vous lirez Jared Diamond, c'est fascinant de découvrir ça, à quel point, finalement, c'est important où on est né et où on vit sur la planète. Parce que ça va nous dire, est-ce qu'on a passé par la révolution agricole? Comment on a été interpellé par la révolution industrielle, la révolution agricole environ similaire, la révolution industrielle quelques centaines d'années à peine. C'est intéressant de dire qu'aujourd'hui, en fait, ces révolutions-là, la révolution industrielle, par exemple, nous, on prend pour acquis. On en a fait partie. Ça nous a fait partie de nos gènes, presque. Alors que quand on se retrouve en Afrique, oups, ça fait soit que. Non, pas ça. On a l'impression que là-bas, on la subit plus qu'on la vit, ou on la génère. Les choses arrivent, comme certains ont appelé, en cargo. Okay. Alors, c'est une question qui m'a fait beaucoup lire Jared Diamond, parce que la question qu'il pose dans le livre, c'est comment ça se fait que les Occidentaux ont tout fait le cargo. Ben, les gens qui étaient autour de ma maison, à Karim, en Guinée-Bissau, en 79 et 80, me posent cette question-là. Comment c'est que c'est nous, les Blancs, qui avaient fait les voitures, les laveurs, etc. Et répondre à cette question-là est extrêmement difficile. Et comme lui apporte comme réponse ou comme réflexion, je ne pouvais pas répondre. Lui, c'est lui qui parle, je ne peux pas répondre parce qu'on est intelligent, on est plus intelligent. Ça ne marchait pas. Parce que j'étais entouré de gens extrêmement intelligents, et qui se débrouillaient dans les environnements bâtis dans lesquels moi, j'aurais crevé juste dans la jungle, je n'aurais pas survécu. Donc, il y a des habilités qu'ils connaissaient que moi, je connaissais. Donc, la révolution culturelle, la révolution industrielle va complètement bousculer notre monde à un point que nous, quand on est né là-dedans, on ne s'en rend pas compte, mais quand on regarde, par exemple, l'influence des objets les plus emblématiques de la révolution industrielle, la voiture, en à peine 100 ans. Il y a à peine 100 ans, on traversait les déserts américains de cette façon-là. Et cette photo-là, prise il y a quelques années à partir de Billy Salter, autoroute à Los Angeles, il n'y a pas 10 000 ans, il n'y a pas 1000 ans, il n'y a pas plusieurs centaines d'années, il y a à peine 100 ans entre les deux. Et on a révolutionné le monde, ou une partie du monde. Et avec Internet, ça continue. Avec Facebook, ça continue. Donc, est-ce qu'on peut, comme animal, l'animal qu'on est, vous savez que les animaux apprennent en copiant. On regarde les autres, c'est pour ça que nos voix fonctionnent super bien. C'est pour ça que notre société de consommation fonctionne très bien. Donc, les vendeurs, les agences de communication ont très bien compris ça. On copie. Et est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, c'est une question, sauver cette richesse de la différence dans laquelle on est encore? J'y crois profondément. Donc, je vais vous parler maintenant de vernaculaire, d'architecture vernaculaire. Après ça, je vais vous parler de quelques ateliers que j'ai faits. Je vais finir par là. Donc, le regard, évidemment, au début de la conférence jusqu'à maintenant, est partout
partout, le regard est hautement idiosyncratique. Hein? La réalité, la vôtre, la mienne, elle dépend de ce qu'on regarde, de ce qu'on a en face de nous, le sujet, et en rapport constamment avec nous comme individus, avec nous comme étudiants de l'école d'architecture, comme voisinage dans le quartier, comme nation, mais les réalités sont multiples. J'ai vu aussi, en enseignant à l'école d'architecture vernaculaire, l'intérêt de regarder la différence par les richesses du monde. Les différentes façons d'habiter le monde sont tellement fantastiques que c'est une façon extraordinaire en allant voir les maisons des autres, comment ils sont construits, comment on vit dans ces maisons-là, comment ils sont construits, c'est aussi, pas seulement techniquement, mais ce qu'ils sont faits à la main, quels outils on utilise, tout ça c'est important dans la maison. Et donc on apprend par ça les différentes façons d'habiter le monde. J'ai été aussi assez tôt interpellé par Heidegger qui commente Oderlin. L'homme habite la planète en poète. Et là, ça interpelle un petit peu parce qu'au début, si on est un petit peu architecte, technique, fonction, et vous rappelez-vous, moi j'ai appris l'architecture moderne, Form follows function. Et là, Heidegger nous dit l'homme habite la terre en poète. Par contre, quand on regarde l'architecture vernaculaire, quand on se met à être sensible à cet aspect-là, on se rend compte qu'il y a de la poésie partout. Et que même aujourd'hui, comme pressé par notre société capitaliste de consommation, on est encore des poètes. Souvent un petit peu endormis, souvent un petit peu gelés, mais on l'est encore profondément. Et je pense, moi, que c'est ce qui va nous sauver. Cet aspect. Il y a quelques années, Ousmane Lam, qui a participé à l'atelier de Louis il n'y a pas longtemps, un jeune artiste sénégalais, m'envoie cette photo-là. On s'est mis en contact parce qu'il sait que l'architecture de terre m'intéresse et tout ça. Il rentre en contact, par hasard, Ousmane, je vais être à Dakar en fait, quelques semaines, on se voit, etc. On est devenus amis depuis ce temps-là, etc. Donc, il a été un bon collaborateur dans l'atelier de Louis. Il m'envoie cette photo-là, il me conte une histoire de cette femme qui est en train de faire le crépi de sa maison de terre et qui prend plaisir à faire ce crépi-là avec ses mains, plaisir des mains, plaisir des doigts dans la glaise, mais aussi la beauté. Elle lui dit, en faisant ça, j'ai comme eu du plaisir, puis je me suis rendu compte que c'était moi. Elle fait ça à sa maison. Un soin que la maison de terre demande assez régulièrement. Autre chose qui est assez fantastique avec l'architecture vernaculaire, c'est une question. Quelle est la différence entre fabriquer quelque chose de ses mains et l'acheter sur une tablette de magasin ou l'acheter commandé en ligne? Et en Afrique, ça m'avait étonné, ça m'avait touché. On ne va pas loin pour construire sa maison. On construit un trou, on mélange la terre en mettant de l'eau, comme faire une bâche ou une espèce de glaise élastique, on fait les modes, et on construit sa maison. Quel est le rapport de ce qu'on a avec sa maison? On l'a fabriqué de ses mains. On en vient pour faire quel est le rapport? On va faire du kayak. Alors, on a construit son kayak. Okay. On a construit son kayak, sel, petite planche, etc. Je pense que quand on part, si on fait le randonnée de kayak, sur un kayak qu'on a construit, pas mal différent, je pense, que si on l'a acheté au magasin, qui est en fait de verre, on n'a pas idée de comment il est. Qu'est-ce qu'il est? Donc, quand on regarde, par exemple, chez Légal, le pays de l'éducation le plus scolaire, la diversité des formes d'habiter, la diversité des matériaux, la diversité des agencements fonctionnels de la maison, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant de pouvoir entrer dans un tel monde. Je vais vous parler de quelques maisons qui m'ont particulièrement fasciné. L'impluvium des Diola en Casamance, cette maison qui a un puits intérieur, avec des lumières ici, axonaux et
courte perspective, où on découvre cette maison-là, où la lumière dans cette maison-là est assez extraordinaire. Je m'attarde sur la lumière, les fonctions, la façon dont elle est construite. C'est vraiment une maison, une agglomération de cases autour d'un cercle, extrêmement symbolique dans cette type d'architecture, et aussi qui regroupe une cour centrale où la lumière, finalement, coule et inonde, à la limite, la maison. C'est les Une autre maison qui m'a passionné, c'est la maison Vallée des îles Samoa, une maison sans mur. La seule que je connais sur la planète qui n'a pas de mur. On n'a pas, ça c'est pas une maison de construction, c'est une maison. Et si on veut serrer quelque chose qu'on a, c'est dans une espèce de structure du toit. Et la maison est plus perçante. C'est un microcosme aussi. C'est l'île maison-île, en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est très contraire, très différent. On atteint ça par bateau. Donc les hommes qui sont retrouvés dans le plein milieu, sur les îles en plein milieu du Pacifique, savaient construire des bateaux. Et donc, ils ont construit le toit de leur maison comme une coque en acier. Et la maison, elle est vraiment, en fait, sur une petite île, plein milieu du Pacifique. Et là, c'est là que, comme dirait Berthe, on sent le pouvoir cosmisant du vent. Comment les architectes pourraient travailler avec le vent? Faire sentir l'humain, nous faire sentir que le vent nous relie à l'univers, que le vent nous relie à nos origines. Une autre maison sur laquelle je suis beaucoup penché, c'est la maison surtout de M. Heumann de Chine. Une maison qui s'est développée sur des centaines et des centaines d'années, voire des milliers d'années, et qui est arrivée, en fait, finalement, au siècle dernier, presque intacte comme ça. Pas de révolution industrielle, la révolution industrielle va arriver par la bande, par après. La maison nous arrive un peu comme ça au début du siècle dernier, intacte, à la fois étrange pour nous. Une maison très cosmisante, en fait, qui est orientée avec des points cardinaux, l'importance du Nord, l'importance du Sud, l'importance de la relation sociale à la maison est primordiale. Une maison fascinante que moi je découvre dans les années 80. Là, le monde a déjà commencé à basculer, le monde a commencé à changer. Les cours, il y a presque plus de nouvelles maisons sur cours qui se développent. Les cours se remplissent de petites additions, un peu baraques, etc. Les éléments politiques se bousculent. Comme vous êtes montré, le contrôle du pays. Les gens vont construire, habiter ces maisons-là, mais construire, comme je vous dis, ces additions-là avec des matériaux un peu à la fois industrialisés, du papier noir, des restants de briques, etc. Mais c'est quand même, habiter cette maison-là, c'est quand même fascinant. La cour de la maison va rester primordiale. Il y a des jardins dans les maisons traditionnelles typiques, il y a des jardins, on dit les jardins sous la mesure. Donc on sent quand même dans ces maisons-là qui sont des relents, des restants d'une histoire extrêmement forte, on sent quelque chose de très fort, mais qui est abîmé dans les années 80. La yourte, aussi, de Mongolie, est assez étonnante par sa légèreté, par son absence de lien avec la terre, presque, parce qu'on la déménage assez facilement. C'est quelque chose d'assez intriguant, d'assez fort. Je passe un peu vite. Moins de nous, bon, dans le sud-ouest américain, parce que les Amérindiens ont construit il y a quelques centaines d'années, voire presque 1000 ans, qui est aussi assez extraordinaire, des choses qu'on a construites avec les mains. Et qui est, à mon avis, des installations aussi hautement poétiques. Quand vous allez visiter, par exemple, le Field House à la Mesa Verde, j'essaie de vérifier pourquoi les hommes ont construit des maisons dans les environnements comme ça, et de vivre dans l'espèce
truc, une longue falaise qui est assez extraordinaire. Pas autre chose, rien aussi fort que le mot poésie qui vient à la tête. Donc, l'architecture vernaculaire, le cours que j'ai donné pendant presque 20 ans, on a beaucoup travaillé en maquette. Parce que je pense que la maquette, c'est une belle façon d'apprendre et de saisir les choses. On apprend en fabriquant de ses mains aussi. Je ne sais pas si c'est une unique façon d'apprendre. Oui, cette façon-là a été assez porteuse dans les cours. Et on a, il n'y a pas si longtemps, fait des expositions aussi nomades. Parce que les travaux des étudiants, on les a sortis de l'école, on allait les présenter au musée d'explication. Et après, on a commencé à pouvoir aller les présenter ailleurs. Donc, on a construit avec les étudiants des présentoirs nomades, que vous allez voir à l'expo. Et on a monté des expositions avec ces présentoirs. Donc, ça, c'est un événement qu'on faisait régulièrement au cours d'architecture vernaculaire. On sortait de l'école. C'est sortir un peu de la famille et oser présenter ce qu'on a fait ailleurs, au musée de l'expérimentation. On l'a fait pendant quasiment 20 ans. Comment on travaille aussi, je vais parler d'ateliers et la recherche qu'on a fait. Comment on travaille avec eux? Je ne peux pas me retenir de mettre ce diapo-là. Parce que j'ai l'impression que je l'ai plus fait en radio qu'en papier. J'ai l'impression que ma façon à moi de faire les choses, c'était plus le radio que le papier. Et même si je me suis retrouvé là parfois, pas sur le papier, l'analogie, de voir les gens en tuxedo et en robe longue, des verres de vin, etc., qui regardent la mer, peu de parenté malgré tout avec ça. Et quand je regardais le vélo, le radeau, les vélos sur le radeau, etc., pas mal plus faire là que faire ça que je veux faire. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait à travers les projets. On a peu souvent pris les paquebots, on a pas mal plus souvent pris les radeaux. Donc, je vais passer un peu vite sur les différentes façons dont on a travaillé. On a toujours travaillé avec beaucoup de monde, tous les gens qui voulaient intervenir au projet, que ce soit les Inuits, ici une image d'un atelier qu'on a donné, un atelier international à Ouachat avec Geneviève, Pierre Côté et compagnie en 2008, où un groupe d'étudiants chinois est venu participer à l'atelier avec nous, nos collègues africains étaient là, un petit groupe d'étudiants de l'école était là, et on rencontrait les aînés de la communauté Inuit de Ouachat et Maliotenam. Et on partageait le travail et l'exploration qu'on faisait. Et ça, ce type de partage-là, s'est fait tout au courant des 25-26 dernières années, où table ronde, dessiner ensemble, faire des maquettes ensemble, discuter de la maison, discuter de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et tout. C'est constamment quelque chose qu'on a vraiment privilégié comme approche. Un atelier en Chine en 2005, je me rappelle bien, où est-ce qu'il est, M. Turgeon, voilà, qui était là. Et là aussi, on allait à la rencontre des collègues chinois. On travaillait avec eux sur le terrain. On travaillait, on allait voir les sites avec eux, on faisait des jeux interculturels avec eux, on présentait avec eux. Et on présente en anglais, un peu en français, ça parle en chinois derrière, etc. Puis on partage des idées, on partage des nouvelles façons de voir le monde. On fait la même chose en Afrique. Et là, on est dans une communauté à côté de la décharge municipale de Dakar, un site quand même assez dur. Et là, nos étudiants sont appelés à commenter les projets, à commenter, à poser des questions sur ce que les gens veulent faire, comment ils perçoivent leur environnement. Et on travaille avec eux sur l'amélioration des quartiers. Donc, beaucoup d'échanges, constamment, avec les collègues. On visite aussi les maisons des autres. On visite des maisons autochtones, on visite des maisons vietnamiennes, on visite des maisons chinoises, on visite des maisons africaines. On projette ces images-là, on
fait un peu comme ici des espèces de posters de ce qu'on a vu et compris. Et après ça, on revient et on partage avec eux autres pour voir est-ce que notre lecture est correcte? Est-ce qu'on comprend bien ce que vous nous avez dit? Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on a vu? Et ça fait partie des essais-erreurs, des méthodes qu'on a essayées. On a aussi, en 2010, fait un atelier design build à Diamalaï, en banlieue de Dakar, près de la décharge municipale, où on est allé travailler avec les gens pour construire des aménagements autour des puits. Donc on dessine, on a rencontré plusieurs fois la population, et on partage des dessins, on réajuste les choses, et ensuite de ça, on construit. Et on a aussi, dans un autre registre assez semblable, travaillé sur l'aménagement du quartier en construisant une immense maquette. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un film présenté après, ceux qui vont dans la salle, sur la préparation de cette immense maquette. Donc ça fait partie aussi d'un des ateliers de culture. Une façon importante aussi pour les ateliers, et le cours aussi, c'est de diffuser. De pas, comme on fait quelque chose, on fait un recueil, on fait un rapport, on fait des guides, des cliniques, et on diffuse. Et en ce qui me concerne, j'ai mis beaucoup d'emphase sur diffuser à la communauté avec laquelle je travaille. Peu avec le milieu universitaire. Un peu, ou peu. Okay. Et c'est quelque chose que j'avais choisi. Donc, je vous présente brièvement trois ateliers qui pas trop vieux, en fait, assez récents, 2015, 16 et 17, à des endroits différents. L'Asie, en fait, le Nord et l'Afrique. Donc, en Asie, c'était entre deux projets majeurs, entre le projet avec Dakar et le premier projet Tétawan des Autochtones, où Mona était coordinatrice. Et je me retrouve un peu entre deux projets, le Nord qui est dirigé par Geneviève. Et là, je décide d'aller voir mes collègues en Asie. Donc, on se fait un peu plaisir. Et on va aller à Hong Kong, Shenzhen, on fait un atelier, là, une semaine. On se déplace vers Phnom Penh, on fait un autre atelier, toujours avec nos collègues ici, cambodgiens. Et ensuite, on va faire un dernier atelier à Hanoï. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'étudiants, langues différentes, cultures différentes, politiques différentes. On est dans 3, même 4, parce qu'on parle jusqu'à, je pense, en Hong Kong aussi, on est allé voir des écoles d'architecture. C'est des villes différentes, mais avec des politiques différentes, des histoires différentes. On pense au Khmer Rouge au Cambodge, on pense à la guerre du Vietnam à Hanoï, et on pense à la Chine avec le système qu'ils ont. Donc, les systèmes sont très différents, les grandes villes, et ça nous permet de réajuster les questions qui se posent à nous. Et encore à chaque fois, les résultats sont diffusés. Ici, c'était super intéressant. Les étudiants se sont mobilisés et ont monté une exposition, ont présenté cette exposition-là au gala de l'entrepreneurship, je ne sais pas si je me rappelle plus ce que c'était, le gala de la vie étudiante, et ont présenté ce projet comme un projet artistique. Ils ont gagné un prix. Ils étaient bien fiers avec raison. Évidemment, le projet avait été aussi présenté à l'école d'architecture. Donc ça aussi, ça fait partie de l'atelier. Ce n'est pas distinct, ce n'est pas après l'atelier, ça fait partie de l'apprentissage de l'atelier. Salouer est un petit peu la même chose en termes de momentum. On se déplace à chaque fois. Ça demande de l'organisation assez importante. La première fois, je me rappelle, Myriam peut peut-être se souvenir, on avait organisé 2 avions pour nos étudiants. On avait 16 étudiants, 2 avions de 8 places avec les pilotes. Et on s'en va au nord. Donc, on se retrouve dans un paysage, dans une communauté qui est en fait à des lieux du parcours, si vous voulez, pour rappeler la diapo sur Jared Diamond, par où on est passé, les facteurs éloignés, les facteurs de proximité. On se retrouve dans des communautés qui viennent à peine il y a quelques décennies de rencontrer le monde occidental. De façon
importante. Évidemment, depuis quelques siècles, tu vois passer des gars de la Télévision qui viennent d'acheter leur voiture, etc. Et l'intervention massive, le changement dans leur vie arrive il y a quelques décennies, à la fin des années 50. Donc, on rencontre les gens, on rencontre le conseil municipal, on interroge, on rencontre les jeunes à l'école et on développe des projets à partir de ces discussions-là, de ces rencontres. Évidemment, chacun des ateliers, presque toujours, je ne me trompe pas, a été répété. Une première expérience, deuxième expérience, troisième expérience. Et bon, la première a quand même porté bien fruit. Anto qui est là-bas, Géo qui est ici, et Marie-Claude qui n'est pas ici, ont gagné un prix avec un magnifique projet qui s'avait fait lors de cet atelier-là en 2016. Et parce qu'on reste en contact avec les communautés, on décide d'aller leur présenter cette exposition nomade qu'on a faite à Saint-Louis. Un peu de trouble, pas toujours simple. On débarque à Saint-Louis, on cherche l'exposition, on cherche nos bois. On les trouve dans le garage. Je pense qu'ils sont dans le garage municipal. Là, parmi les gros camions, etc., on va voir nos bois qui sont là. Et ils ont quand même bien résisté. Quelques heures après, on se met à monter l'exposition. Et finalement, un dernier atelier, celui d'Afrique, celui de Guinée-Bissau, que je vais faire le pont avec la chaire UNESCO. Là aussi, un petit peu déroutant parce que je cherchais du financement, parce qu'à chaque fois, je cherchais du financement pour les ateliers. C'est pas simple. Puis, on cherche du financement. Et là, je téléphone au ministère de l'Affaires extérieures du Québec, je leur demande financement pour la Guinée-Bissau. Une pompe, un silence. Le gars me dit, monsieur, est-ce que vous savez que la Guinée-Bissau est un État voyou? OK? Vous le savez. Je n'avais pas employé ce terme-là. Là, il dit, les avions militaires servent à transporter la drogue. Vous savez. Et là, la question, c'est que l'université, vas-tu me laisser aller là pour les étudiants? Moi, je connais le pays, j'ai construit des écoles là, j'ai des amis, et je suis retourné aussi préparer l'atelier. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Et donc, on décide d'y aller quand même. L'université, comme je vous disais tantôt, on essaie de faire ces choses-là avec l'extraordinaire. Et tout s'est super bien passé. C'est un pays d'ailleurs, je considère hautement poétique, magnifique. Et mes étudiants, on a reçu vraiment en ordre ouvert, les étudiants font des exercices de terre, des exercices de construction en bambou, en panier rogné avec les étudiants de l'école de formation professionnelle. On échange. Avant de partir, on étudie les précédents, on étudie les écoles qui ont été construites en Asie, en Afrique, avec des principes similaires à ce qu'on recherche. Donc, les étudiants sont quand même préparés à ça. Et on prépare des esquisses ici. On travaille essentiellement en maquette. Je vais vous montrer, je ne suis pas sûr que vous pouvez voir dans une photo. Je ne sais pas si peut-être non. Donc, les projets sont préparés ici au préliminaire, mais quand on va à Bissau, on les partage avec nos collègues de l'Université lusophone de Bissau. Et là, il y a tout l'exercice aussi de monter cette exposition-là à Bissau, de partager avec nos collègues qui parfois vont parler portugais, créole de Bissau, un peu français, un peu anglais. Donc, l'exercice est quand même enrichissant. On va voir les écoles que moi j'ai construites dans le Guinée-Bissau. À deux reprises, on se promène à l'intérieur du pays, on va voir les constructions de terre, on va voir ce qui arrive, on en discute avec les gens. Et on rentre finir les projets. Et à la fin de la session, on présente les projets à l'école. Dans cette atelier, on avait essentiellement travaillé en maquette, des grandes maquettes, vraiment des très très grandes maquettes, à une très bonne échelle. Donc, je termine en vous parlant de la chaire UNESCO, qui, dans un certain sens, regroupe ou touche beaucoup des aspects dont je viens de vous parler. Premièrement, les partenaires, les collaborateurs de la chaire, ils sont sur plusieurs continents. En fait, il y a nous avec l'Université d'Aquilon,
Émilie Pinard, qui est une comment je pourrais dire, donc pas une descendante. Émilie est passée par tous les ateliers d'épithèculture, tous les projets d'épithèculture, familiale, Geneviève, Myriam, et compagnie, on nous connaît, on la connaît, donc elle est la co-titulaire de la chaire. On collabore avec nos partenaires de première ligne, avec le Sénégal, l'architecture de Dakar, l'Université lusophone de Bissau, et aussi de se rejoindre à l'aventure nos collègues du Vietnam, qui ont mené un long projet, nos collègues du Liban et nos collègues de Strasbourg qui ont travaillé avec nous dans le projet du Nord. Donc la chaire regroupe une famille de personnes, des gens qu'on connaît. Et récemment, on a fait un colloque, et avec les contacts de Louis, on a additionné à ce panorama de partenaires, des partenaires d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'ailleurs. D'Inde, entre autres. Et qui enrichit beaucoup les partenaires. Donc le colloque, en temps de pandémie, a quand même été assez significatif pendant 3 demi-journées le matin, pour que le soir, nos collègues d'Asie puissent suivre. On échange sur construire des écoles avec des matériaux locaux, développement de matériaux locaux, processus participatif, technologie adaptée au milieu et fondamentalement pour des écoles dans des contextes malgré tout assez précaires parce que c'est là que sont les besoins. Et là, je suis revenu dans le temps en cours, là, ici, pas ailleurs, ici, pas très loin, mais quand même assez loin en termes parfois de vision du monde. On travaille avec depuis longtemps, avec les Inuits. Et là, depuis 4-5 ans, on travaille sur un projet d'école. Un projet d'école dans la nature, un projet d'école dans l'île d'Assinam. Un projet fabuleux où actuellement, il y a quand même beaucoup d'intérêt sur le retour à la nature en éducation. Et les Autochtones, on a, à mon avis, beaucoup à apprendre de la façon dont ce retour, cette pédagogie-là en nature doit se faire. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, ou sont trop modestes, à quel point ils ont des choses à nous apprendre à ce niveau. Et là, on a développé, avec Architecture sans frontières, la communauté de Ouachita-Macleotenan, un ancien de notre école, Robert Lavoie, qui est maintenant à son studio qui s'appelle Main Studio, qui a participé à un petit atelier, qui fait partie du groupe avec la chaire, l'école, et on travaille avec eux sur le développement de pavillons pour cette école-là dans l'île d'Assinam. Donc, ensemble, on élabore des plans, des coquilles, on travaille ensemble, on regarde les matériaux possibles, on cherche du financement, et même en temps de COVID, pas toujours facile, on se rend compte parfois, puis quand ceux qui ne peuvent pas être là, ici, il y a un collaborateur de Ouachat qui est là, on essaie de, excusez l'expression, de visionner des échanges pour que chacun puisse participer et voir les esquisses. Donc, c'est là où on en est. Je dirais que ça continue. On va souhaiter bonne chance à Louis, qui est maintenant un co-titulaire de la chaire depuis à peine 2 jours. Donc, félicitations, Louis. Voilà. Donc, merci de votre attention. Et merci aussi, j'aurais envie de vous dire, la vache bleue vous dit merci. Et là, je vais faire une séance, c'est mon cadre à Geneviève. Quand Geneviève va prendre sa retraite, pas de vache. On a été averti. Voilà. Ben, merci André, au nom de toute cette belle assemblée qui, je pense comme moi, un bel sourire fendu jusqu'aux oreilles, en entendant dire les mots vivants, monstrueux, mémoire, peuple, rêve, planète, aventure.
La terre est notre maison. On a plein de collègues qui ont participé à toutes ces belles aventures, et je les invite à une question, partager une anecdote, un souvenir agréable qui témoigne de cette belle aventure. Je t'ai préparé une petite question pour casser la glace. OK. Sam, je peux-tu juste me retourner vers mon âme? Est-ce que notre invité est prêt à poser une question? Damien en avait sûrement. Il faisait dire tantôt qu'il ne comprenait pas grand-chose. Mais quand il a vu, il y avait, je pense que c'était en Guinée-Bissau, quand il a vu les maisons, il dit « Ah, je sais, ces gens-là sont très intelligents. » Je dis « Ouais, ces gens sont très intelligents, ils construisent leur maison avec l'enfant. » Fait que ça faisait écho à ce que tu disais. En fait, si on va avoir un peu de choses, ça veut dire que j'ai travaillé à faire. Ben moi, je pensais me raconter une petite passe. On était à l'aéroport de Utrecht en connexion vers Lisbonne, destination Dakar. Puis le groupe est interpellé par une gang de musclés gardiens de sécurité parce qu'on est en train de manquer notre connexion. Puis il y a André qui se présente comme ça, un peu sorti qui avait déjà passé bien avant, qui se retourne en disant Let them pass! En voyant les musclés gardiens de sécurité s'écarter sans dire un mot, j'ai toujours considéré qu'il y avait une sorte d'aura magique. Et puis, ce qui m'amène peut-être dans la question, je vois le grand sorcier. Est-ce que tu pourrais c'est un wrap-up, nous partager, nous mettre le doigt sur quelques ingrédients, clés de succès et de changement, pour opérer notre virage, ce dont on se parlait, du siècle américain vers ce monde enchanté. Bonne question. En fait, c'est une question auquel je me pose beaucoup. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un train, dans le tableau, difficile à stopper. C'est vrai que c'est pas facile à stopper, mais ce que moi je crois fondamentalement, pour en avoir parlé à différentes reprises, donc une fois en cours à une conférence que j'ai donnée à SHU, sur l'entretien d'application, là je me souviens ce que j'ai posé parler de poésie à la fin de la présentation. Et là, j'ai amorcé le sujet. Là, je me suis rendu compte qu'on était à SHU avec plein d'architectes, techniciens, plein de gens qui s'occupent d'inflation. Ça m'a surpris à quel point parler de poésie, l'importance de la place que ça doit prendre, les gens ont allumé. Et moi, ça m'a fait réaliser à quel point on n'est pas si loin de ça. Parce qu'on se fait dire, oui, l'argent, on va gagner actuellement, c'est l'argent. Mais dans le fond, là, c'est pas important. Ouais, c'est pas ça qui nous drive. Il y a d'autres choses derrière qui nous drive et qui est beaucoup plus enchanteur, beaucoup plus poétique. Ça drive plein de choses. Donc, oui, on suit la mode en s'achetant une chemise X ou en s'achetant une voiture, mais en quelque part, derrière, nos choix sont guidés par une façon d'habiter poétiquement la planète. Et je pense qu'on a tous ça. Il y en a qui ont peut-être la découverte plus pressée, la super plus difficile à relever. Il y en a d'autres qui vont faire complètement éclater. Mais je pense que c'est extrêmement important. Puis, je disais dernièrement sur justement l'importance de changer nos rythmes de vie à cause de ce qui arrive à la planète actuellement. Je disais qu'il faut qu'on se trouve quelque chose d'autre à mettre nos énergies où? Parce que là, on met nos énergies sur développer, progresser, augmenter les taux d'intérêt, augmenter les profits, etc. Là, quand on aura vu ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'autres kayaks. On va construire des maisons d'exemple pour nos enfants, sur les voisins, les chalets forts. On va arrêter de tomber le gazon. On
focuser ailleurs. On va peut-être changer le mode de construction tranquillement. Mais il faut focuser sur d'autres choses. Et moi, je pense que si on focus sur la poésie, sur l'imaginaire, quand je parle de poésie, ça ne fonctionnera pas avec des poèmes. C'est pas ça. On a chacun une façon, tout le monde a une façon de voir sa maison personnellement, poétiquement. Moi, je pense que ce virage-là qui est important. Merci. Interpeller peut-être vos collègues. Pierre-Lucie, tu amènes. Merci. Merci Henri pour ta présentation, ton enseignement. Je pense que j'ai été un point charnière dans nos vies, dans notre expérience avec toi. Tu nous as pas parlé de ton cours de préjugés politiques, puis surtout des exercices que tu nous faisais faire, qui n'étaient pas anodins, puis ça va très bien t'expliquer sur l'importance de découvrir autre chose. Toujours lié à l'architecture. Oui. Moi, je ne sais pas que je pose la question, Théo, parce que Théo, on s'est connus dans cet atelier-là, l'utilité et transposition. Puis, c'est un atelier où je pense qu'il faut qu'il y ait comme un déclic sur la façon qu'on utilise l'espace. Une des premières fois que j'ai participé à cet atelier-là, où il y a beaucoup de place, je ne me rappelle pas qui était coordinateur de l'atelier, j'avais dit est-ce que tu en dirais si on enlève un orchestre de venir pour jouer de la musique? Moi, j'ai un ami qui était à Pierre, qui n'est pas là aujourd'hui parce que le passeport vaccinal n'est pas prêt. Et je disais, est-ce que tu viendrais avec ton groupe jouer? Puis elle a joué du violon, l'accordéon, la flûte, d'autres jouent de la flûte, de la guitare, je ne sais pas. Et là, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on fait? Partez dehors dans puis commencez à jouer, faites le tour de l'école. Et là, ça a marché parce que l'école était transformée par la musique. Là, tout à coup, on avait ce band-là, d'originaux, 3-4, qui jouaient la musique dans un environnement où on va les suivre. Là, on s'est réunis ici après. Et c'était fantastique. Avec la musique, on avait changé l'espace. Et les exercices dont Théo parle, c'est qu'on demande aux étudiants d'apporter quelque chose qui les a interpellés. La première fois qu'ils ont goûté à un nouveau goût, entendu un nouveau son, touché à une nouvelle texture, vu une nouvelle affaire et de l'apporter et de partager. Geneviève se souvient de la fois, je me rappelle de ta passé dans l'atelier de la Corée. Il y avait la mère d'une de mes étudiantes qui était acupunctrice. J'avais dit, pourquoi vous ne voulez pas donner des séances d'acupuncture dans mon atelier? Je l'ai lu dans l'atelier, puis qui est le prochain cobaye, etc. C'était du nouveau. Et donc, évidemment, là, on sort un peu de l'architecture, et l'architecture, c'est tout. L'architecture, c'est quelque chose que l'architecture, auquel l'architecture ne touche pas. L'architecture touche à tout. L'architecture, comme disait dans la Bracken, qui est un titre que j'ai beaucoup entendu, lu et échangé avec dans ma vie, disait que l'architecture, c'est un acte social. Je prends dans les vidéos, vous voyez à quel point l'architecture, c'est un acte social. Oui, c'est un acte artistique, oui. C'est un acte financier, oui, mais c'est un acte social. Vous avez des clients, vous avez le gérant de la banque, vous avez l'inspecteur municipal, vous avez plein de gens que vous allez rencontrer, sans compter des ouvriers que vous allez surveiller sur les chantiers, qui sont variés et surprenants parfois. Donc, il vous faut ces habiletés-là. Et plus vous allez avoir découvert des choses différentes, moins vous allez, en quelque sorte, surpris et surtout peut-être désorienté par la différence, plus vous allez être apte à gérer ces choses-là et écouter et comprendre et apprendre de ces choses. Donc, les exercices, je ne me rappelle pas lesquels, je te souviens des choses que toi, tu allais apporter, par exemple. En atelier, tu nous avais demandé de s'habiller comme notre voisin. Ah oui. D'arriver au cours suivant, habillé comme on pensait que notre voisin s'habillerait. Bon, tu avais arrangé la chose pour que
peut-être que ce soit une fille qui s'habille en couple, moi je veux s'habiller en fille. Fait que, on était vraiment porté à essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est un exercice qu'on fasse aussi comme concepteur, d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre, de développer une capacité. Il y avait ça, il y avait des goûts. Les goûts, ouais. Des exercices de cabane, un peu pas rapide. Trouver un endroit dans l'atelier où on pouvait s'imaginer habiter si on était étudiant. Ça, c'est un peu la miniature, j'en ai quand même peu parlé, l'idée de la miniature, de la retrouver partout dans l'exposition. La miniature m'a fasciné parce qu'on parle de découvrir la planète. La planète est ici à Québec, la planète, quand j'ai commencé à travailler dans les citoyens dans Saint-Roch, puis ça a été une découverte, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Vous pouvez découvrir des choses dans le jeu de votre main. Donc, cet exercice-là, de mettre des sites dans l'atelier aux étudiants, je leur disais, bon, une chose qui est gros comme ça, là, ton site, c'est la corniche qui est là-bas. Construire une maison là. J'avais sur le bord de calorifère, j'étais un groupe d'étudiants, ton site, c'est là. Construire une maison. Ou entre les deux fenêtres, je découvrais des choses qu'on appelle en gros une maquette de l'étudiant dont j'avais donné l'espace entre deux fenêtres. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, de poésie extraordinaire dans cet espace-là. Ça fait partie des exercices dont Une autre question peut-être. Voilà. Ensuite, Myriam. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu créative. J'avais des mentions déjà en anglais aussi. Parce que j'ai travaillé avec André pendant de nombreuses années. Puis en tant que professeur, la relation avec les chercheurs à l'université, ça n'a pas toujours été le fond dans le passé. Puis, ce que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est le fait que on a fini par comprendre que le mot c'est de la décolonisation, mais avec, quand on a commencé à travailler ensemble, moi j'avais pas ça en tête vraiment. On a travaillé à l'école d'architecture, le design en fait. Mais toi, tu l'incarnes tellement, tu dis même pas le mot décolonisation, mais tu l'incarnes parce que, quand on travaille avec les Inuits ou les Inuits, tu les mets au même point d'égalité que les chercheurs à l'université. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent chez les gens, puis surtout les chercheurs à l'université. Pas tous, là, évidemment, là, mais pour moi, puis là, je viens de faire un contrat de 3 ans que j'ai travaillé encore avec des chercheurs à l'université, puis c'est quelque chose qui est tellement difficile, puis aujourd'hui, c'est tellement forcé, c'est forçant pour eux de mettre en valeur les connaissances des gens avec qui ils travaillent, pour qui ils travaillent, puis tu l'as toujours regardé pour moi, puis c'est pour ça que je suis remercie. Ça, c'est important que l'interprète de Geneviève et Myriam, j'avais avec nous en quel point, quand on fait des charrettes, c'est un peu ce qu'Arakel me disait aussi par l'acte social, la participation des gens, travailler avec les gens, c'est aussi reconnaître que l'expertise, elle est là. On ne la voit pas tout le temps, on ne la comprend pas tout le temps, mais elle est là. Elle ne peut qu'enrichir le projet. Par contre, elle se met sur la table. Hein, elle ne se prend pas comme ça. C'est pas un wish list, là, la participation. Ah oui, tu as la table, oui, ça bleu. Rien à voir avec ça. C'est de travailler ensemble. Puis, il y a certains architectes qui ont comme peur de perdre leur rôle de chef d'orchestre ou quoi que ce soit là-dedans. Moi, je pense qu'au contraire, le rôle d'un architecte devient encore plus important là-dedans parce que tu dois échanger avec les gens sur leur façon de vivre. Et toi, c'est toi qui dois comprendre l'effet de ça. Quand les gens te disent moi, je vis de telle ou telle façon, je me lève tôt, je couche tard, etc., je cuisine beaucoup, je n'importe quoi, ben, c'est vous qui êtes capable de mettre ça
en forme, de dessiner ça. Ça, c'est un grand pouvoir qu'on a, hein, c'est une chance qu'on a. Et les gens, souvent, une des difficultés qu'on avait, c'est de faire en sorte que les gens osent dessiner ou osent travailler sur une maquette avec nous. Parce que c'est un pouvoir, c'est une habilité qu'on a et qu'il ne faut pas perdre. Il faut exploiter cette idée-là de traduire les idées que les gens nous donnent en maquette, en dessin, etc. Et là, ça enrichit. Moi, c'est arrivé plusieurs fois dans les ateliers. Je me rappelle d'un commentaire d'une dame Guinou de Magdalena, ou Rachel, je pense qu'elle était de Navio. Tout à coup, on était là, on dessinait, on faisait des maquettes. Fait que là, elle s'arrête, elle recule sa chaise, elle dit « Ah, c'est comme ça que ça marche. » Je pense que c'était quand on a fait l'atelier ensemble en 2003. Et ça, pour moi, c'est un bonheur. Elle se rendait compte que les maisons qu'ils avaient, ou les façons dont les plans s'élaborent, c'était comme ça que ça levait, que ça s'élaborait. Et moi, je trouve ça fantastique. Oui, merci Audrey de ta conférence. Je faisais votre préparation d'une étudiante. Je commence son classe par architecture. Entendu. Elle a posé la question qui tue. Dans une des premières diapos, tu as écrit quelque chose sur mon cahier, que le regard équilibre des deux sympathiques. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui. Ah, OK. C'est quelque chose de petit, mais qui est relié, en fait, qui est à la fois très, très personnel, des idiosyncrasiques. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, idiosyncrasique? En fait, en québécois, là, une idiosyncrasie, c'est une débite personnelle. Tu sais, c'est ce que vous avez comme débite, mais votre voisin n'a pas, même si c'est votre frère, même si c'est votre voisin, même si c'est un Québécois pur laine comme vous, c'est un Chinois. Pas pur laine, c'est quelque chose qui. Ces gens-là sont différents. On est différents. Donc, les idiosyncrasies, c'est essentiellement très, très personnel. Okay? Et moi, c'est Benoît Bernier, un prof de l'école que j'avais adoré comme mon cours, qui m'avait un peu initié à ça. Idiosyncrasie, culture et facteur universel. Ça m'a tout interpellé. Puis l'idiosyncrasie, c'est ce qui part de nous, évidemment. Comme ça vient, cette équation-là, R, réalité égale sujet sur prédicat, ça vient d'Augustin Berg. Vous pouvez aller voir son site, Augustin Berg. Tous les articles sont là. Et il parle de cette équation-là, de cette façon-là de nos réalités. En fait, sont multiples. Il y a autant de réalités ici, il y a autant de perceptions de ma conférence aujourd'hui qu'il y a d'étudiants ici et de gens dans la salle. Et ça, cette idée-là, à mon avis, est extrêmement importante qu'on se rende compte qu'on voit la réalité ou qu'on perçoit la réalité de façon très, très personnelle. Et ça nécessite un peu un temps d'arrêt pour discuter avec l'autre. Et de comprendre que peut-être que le verre qu'il voit n'est pas le même verre que moi. Okay? Ou que telle ou telle forme, telle ou telle action n'est pas perçue de la même façon. Donc, si on prend un peu comme un recul par rapport à ça, qu'on assimile cette équation-là, si je peux dire, évidemment, il y a plein de choses que je voulais lancer comme ça qui méritent de la relecture, je dirais, mais Berg en parle admirablement. Et c'est pour ça que quand on travaille, on discute avec les gens, on élabore des projets en groupe, comme on le fait actuellement avec Architecture sans frontières, les gens de la communauté autochtone, mon ex-étudiant de mes studios, c'est important d'avoir ce recul-là en posant la question qu'on ne vit pas exactement la même chose. Okay? Ça arrive plus fréquemment quand la personne avec qui on est a un certain écart. Vous pouvez rappeler du croquis que vous pouvez montrer. Les Québécois ou les Occidentaux, on est sur une espèce de grosse branche, là, il y a plein d'autres branches à côté. Et plus la personne avec qui on parle est sur une branche peut-être pas en bas, mais
éloigné horizontalement, plus cette équation-là risque d'être importante. Vous parlez d'Annie Ayakou, OK? Et là, quand elle nous sort, elle vous dit qu'il y a à peine quelques décennies, Salouet était rempli d'ignoux, il y avait quelques maisons de bois qui étaient pour les curés, puis le gars des habitudes. Ouais. Là, on se dit, son enfance a quand même été différente. Okay? Une autre anecdote sur la façon dont les Inuits s'occupaient de leurs enfants quand ils étaient naissants. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un berceau, nous, on a une chaise qu'on met dans le char, tu sais, ça dans le char, on se taper là-dedans. Les Inuits, il y avait comme une planche, avec un petit bout de planche en bas pour tenir l'enfant, pas qu'il glisse. Il était littéralement ficelé à ça, et attaché dans le dos de sa mère. Okay? On pourrait penser, quelle horreur. J'aimerais bien mieux dans un petit berceau, dans la poignère de l'Hôtel-Dieu, comme moi j'ai été pendant quelques jours. Là. Moi, quand j'étais dans le berceau, la poignère de l'Hôtel-Dieu, pendant 24 heures, j'avais les néons en face de moi. Je le fais de temps en temps, ma mère venait me chercher, elle me disait du bon. Le reste du temps, là, c'était comme pas de bruit. Imaginez-vous 2 secondes, le jeune autochtone qui est ficelé comme ça dans le dos de sa mère. Et elle, là, elle vient d'accoucher, elle ne s'est pas arrêtée dans la poignère. Elle a continué sa job. Il fallait qu'elle aille chercher du bois, qu'elle aille voir si son collet de lièvre avait attrapé quelque chose. Fait que là, moi, je voyais des néons, pas de bruit. Et lui, là, la forêt, le vent, le fret, le chaud, les cris. Un univers complètement différent. Là, je me suis mis à dire, oh, quel impact ça a pu avoir sur son enfance, sa formation. Parce que si vous lisez sur la formation des jeunes, vous vous rendez compte qu'à partir de naissance, même à partir de la création dans le fœtus, là, le cerveau, là, c'est des millions de cellules qui se développent à une vitesse inimaginable. Les enfants, vous avez des petits-enfants, ils veulent tout attaquer, ils veulent tout stocker, coloré, etc. C'est de l'apprentissage. Leur cerveau se développe. Imaginez-vous la différence. R égale sujet sur prédicat. À mon avis, c'est extrêmement important d'y réfléchir et d'avoir un recul par rapport. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas tout à fait. Je le suis. Excusez-moi, j'ai vu dans votre diapo que vous avez des photos des écoles en Sénégal, je pense que c'était des rondes d'écoles comme ça, on se faisait ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une maison avec une typologie très pareille, mais très petite aussi. Et je voulais savoir si ce qu'il y a dans cette culture-là, on se fait des rapports entre la façon peut-être résidentielle de penser l'école et la façon peut-être un peu publique de penser la maison. OK. Il y a beaucoup de choses dans ta question. En fait, il y a la question de la forme ronde. OK? Et ça, j'ai l'impression que Louis pourrait répondre mieux que moi à la question. Ça fait une partie de son doctorat portait sur ça. C'est que, à une certaine époque, OK, il y a très longtemps, l'homme découvre ta planète. Okay, la révolution, quelques grandes révolutions, dont la révolution chez l'humain et ses prédécesseurs, et tout à coup, l'humain commence à se distinguer des autres animaux par la révolution cognitive. Un peu plus, on dit. Et là, moi, je suis un peu d'accord, parce que les animaux sont moins intelligents que j'ai pensé. Vous avez raison. La révolution qui est cognitive fait en sorte que l'homme est un animal qui va prendre conscience de lui et développer l'intuition. Et prendre conscience de soi, okay? Ça c'est ce qui drive les artistes, les poètes. On a discuté avec mon ami poète là ici. Qu'est-ce qui drive les artistes à la production artistique? Hein, c'est des questions sur irrépondues, auxquelles on répond pas. Et quand la révolution cognitive nous fait prendre
développe cette conscience humaine-là. Les chercheurs se posent la question pourquoi on a commencé à développer la conscience. C'est une bonne question. Mais la question, c'est tout de suite, c'est à quoi tout ça rime? On regarde autour de nous. Mais à quoi ça rime tout ça? Et là, on essaie de comprendre le monde dans lequel on est. On essaie de comprendre qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça s'en va, tout ça. Et ces grandes questions-là sont angoissantes. Parce qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas. On n'a pas de réponse à ça. Okay? Et une des choses sur lesquelles les hommes se sont rapprochés, c'est ce qu'ils comprenaient par rapport à cet environnement-là. Le soleil se lève à l'est, puis il se couche à l'ouest, puis au milieu de la journée, c'est là qu'il est le plus haut. C'est quelque chose qui devient comme significatif. Donc le cercle devient significatif. Il est important dans à peu près toutes les cultures. Au moins les cultures primitives. Nous, avec la révolution industrielle, avec la science aussi, Harari, dans ses livres, en parle, avant, les philosophes grecs, les philosophes de l'Antiquité, réfléchissaient sur l'être. Qu'est-ce qu'on est? C'était le principal objet de réflexion. C'est quoi l'homme? Et la science est arrivée, et avec la science, on voulait trouver des réponses pour intervenir. Et c'est ce qu'on a fait. On a trouvé plein de réponses. On a compris en partie comment ça marchait. On a compris des choses fabuleuses, là. Quand vous lisez Berry, la pierre d'étoile, l'oiseau merveilleux oiseau, c'est fantastique parce que quand même, on a compris où on venait, en partie, puis on fouille des questions, mais à une certaine époque, on n'a pas ça comme outil, et donc on se réfère à ce que Berg appelle, entre autres, la cosmologie de l'univers, et lui prétend que même la science n'a pas changé ce rapport essentiel-là à la Terre. La Terre reste notre maison. Ça reste ce qui nous a fait, puis encore plus, on appartient à ça. Et curieusement, quand on travaille avec les autochtones, on se rend compte de ça parce que pour eux, ils sont pas. C'est pas deux. C'est un ensemble. C'est ce que. Mais pour nous, je pense que c'est assez difficile. On a tellement été éduqués à que l'homme n'était pas un animal, il était très distinct des autres animaux. Alors que quand on discute avec soit les Africains ou les Chiliens même, on se rend compte que la science nous a permis plein de choses, mais nous a distancés parce qu'on a vu l'objet de recherche. Il y a une distance qui s'est créée entre nous et l'objet de recherche. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la poésie ne reconnaît pas. Je pense que quand on parle de poésie, là je parle de poésie spatiale, puis de la poésie littéraire, c'est quelque chose qui ne fait pas cette distinction-là. Elle appartient à l'univers, à la poussière d'étoiles, c'est pour ça que la deuxième diapo parle de ce qu'on est à partir du Big Bang. Moi, je pense qu'il faut que ça fasse partie de nos façons de voir. Oui. Merci pour la conférence, merci pour le grand tour d'horizon. On parle justement de la idiosyncrasie, de chacun de sa façon des choses. Mais je veux savoir aujourd'hui pourquoi André Caruso, tantôt parlé d'apprentissage par se mettre la main à la porte, par la fabrication. Pourquoi il pense aujourd'hui que c'est un outil qui est important dans l'apprentissage des étudiants? Excellente question, parce que, en fait, premièrement, je vais revenir sur le thème principal, la différence. De la différence. Et je ne voudrais surtout pas que tout le monde fasse la même chose que moi. Surtout pas. Parce que explorer, d'aller voir ailleurs, fabriquer autrement, demeure essentiel. Et moi, je pense qu'on peut fabriquer autrement, très poétiquement, de plein d'autres façons. Okay? Et moi, je voulais parler plus de la façon dont moi,
c'est des hasards. Il n'y avait pas un plan derrière. Donc, quand on regarde derrière, ça a l'air de quelque chose où il y a eu un plan, là, mais il n'y a pas eu de plan. C'est quelque chose sur lequel j'ai remarqué, j'ai aimé ça, pour différentes choses. Quand même, la famille, peut-être que je pense peut-être qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans qui a fait partir les choses d'une certaine façon. Et ce dont tu parles, il faudrait peut-être que je te parle, je te passe un petit article qu'un collègue indien a écrit sur l'importance de la fabrication. Okay? Et il se pose peu de questions. Pas vraiment de réponse. C'est assez complexe. Mais déjà, se poser les bonnes questions, c'est important. Quelle est la différence entre fabriquer quelque chose de ses mains, okay, et le fabriquer avec d'autres types d'outils? Parlons d'imprimante, imprimante 3D. Okay? La question, elle se pose. Okay? Quelle est la différence? Par exemple, on voit, parce que j'ai vu ça dernièrement, les interventions pour les habitations d'urgence, où les gens, il y avait la construction d'abris de terre qui se font par des robots. Okay? Donc la question, c'est quelle est la différence entre une maison qui est produite comme ça et une maison qui est produite à la main comme vous et moi? Okay? Et peut-être qu'on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il y en a une différence? Okay? Moi, je pense qu'il y en a une. Moi, je pense que si vous avez quelque chose, si vous décomposez cette chose-là, vous voyez que les objets qui composent cette maison, cet objet-là, viennent, vous connaissez ces objets-là qui viennent de 50 km à la ronde. Je pense que c'est différent que si vous décomposez, comme par exemple si on décomposait une maison aujourd'hui, on prend un bon galop de Charlebourg qu'on décompose, qui a été construit l'année passée, puis on va faire un tour de la planète pas mal bien. Déjà, l'utilisation du pétrole qui sert à alimenter toutes les machines qui vont servir vient. On sait même, est-ce qu'on sait d'où vient le pétrole précisément d'une machine qu'on utilise à pompe à essence de Seychelles ou de pétrole, etc. Leur pétrole vient d'où? Ouf! Aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement complexe. Et je pense que le résultat ou l'impact de cet objet-là sur la planète, sur nous aussi, est extrêmement différent. On ne le sent pas nécessairement de façon percutante, mais il est différent. Je parlais récemment avec un jeune spécialiste des minéraux, géologue, ingénieur en biologie, qui est un jeune qui travaille à Saint-Louis, à la mine Raglan. Là, j'étais fasciné parce que quand on va à Saint-Louis, on n'est pas très loin de la mine Raglan, une mine de nickel et d'autres matériaux dans le nord du Québec. Là, je lui posais des questions parce que lui, il travaille là depuis quelques années. Et là, je lui dis, le nickel, vous avez, là, ça marche comment? Là, il dit, bon, premièrement, nous, ce qu'on sort comme quantité de nickel de la mine de Raglan, il y a 5% de nickel dans ce qu'on sort. Il parle de 38 000 tonnes, un bateau où on va charger 38 000 tonnes de nickel à partir de la mine de Raglan jusqu'à la baie. On transporte ce nickel-là. Il y a 5% de nickel dans la terre. Et là, le nickel part. Savez-vous où est-ce qu'il s'en va, le nickel de Raglan? Il s'en va rejoindre mon ami Émilie Pinard à Sudbury. Alors, il part, il fait le tour du Québec par la mer, il rentre dans le fleuve Saint-Laurent, il arrête dans un grand lac dans ce coin-là, il prend le train, il monte à Sudbury. Des tonnes de minéraux. Il y a 5% de nickel. Okay? Là, à Sudbury, il diminue ça à 16%. À grand frais, il y a la grande machine sur le tout. Quand il est rendu à 16% de terre, 16% de nickel, ils prennent ça, vous savez où ils amènent ça? En Norvège. OK? Dans le bateau, en Norvège. Ou là, dans les usines hyper spécialisées, ils atteignent 99,x%. Et là, le nickel peut être utilisé pour faire une fourchette en acier inoxydable, faire des parties de téléphone, etc. Okay? Et c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Okay? Et donc, de penser que ça n'a pas d'importance, la nature des outils, la nature de la provenance du matériel qu'on utilise, à mon avis, on se trompe, parce que ça a de l'importance sur la planète. Parce que le bateau qui part de Raglan
qui s'en va à Sudbury, qui retourne, qui s'en va finir son voyage en Norvège. Après ça, c'est rien. C'est quand c'est du nickel qui retombe, ça va partir de la planète. Comprenez-vous? Et donc, on est dans un monde qui ça brasse. Et il y a de l'impact. Et là, les impacts, vous les connaissez autant que moi. Vous avez un petit peu sur ça. Ils sont importants. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Je ne vais pas dire qu'il faut arrêter ça. Je pense que c'est pas possible d'arrêter ça, même comme ça, ça même pas souhaitable, même peut-être d'arrêter ça comme ça. C'est des questions. C'est des questions qu'on doit se poser. Puis en architecture, on est dans un monde extrêmement important au niveau de l'énergie qui est déployée. Construire une ville, construire des autoroutes. C'est pas juste construire le bâtiment, c'est comment on construit les bâtiments, comment on construit nos banlieues, comment on construit nos villes denses, comment on va construire le troisième lien, par exemple. Bien? Vous pensez que le tunnelier qui va creuser le trou du troisième lien, ça va être le plus gros, ça serait le plus gros tunnelier au monde. Hein? En Québec et donc, vous êtes d'accord avec la question? Est-ce que le peu. Oui, voici. Bon, je pense qu'il y a une dernière, la dernière peut-être. Non, c'est quand même avant. Vas-y, Anto. Pour la conférence. Mais je me serais ramené à l'échelle de la maison. Oui. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la vie, beaucoup d'horizons variés, beaucoup de gens issus de diverses cultures, etc. Puis j'aurais aimé savoir s'il y a des anecdotes sur leur façon d'aborder la maison, donc similitudes ou des différences, des choses qui ont parlé aux 4 points du globe par rapport à leur façon de présenter leur maison. Donc, si tu arrives, tu veux parler de l'habitat de telle personne, est-ce qu'il y a un certain ordre des choses? Est-ce que c'est plus un ordre de similitude ou un ordre de différence qui se trace? Est-ce qu'il y en a qui peuvent parler plus que d'autres? Tantôt, si tu me lances des anecdotes, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti parce que dans mon cours d'architecture vernaculaire, je carbure aux anecdotes. C'est comme celle de Denis Acapou ou d'autres. Mais il y en a plein, c'est vrai. Dans ma vie, j'ai eu la chance de visiter plein de maisons parce que premièrement, j'ai beaucoup voyagé, mais en travaillant. Toujours au Vietnam, puis M. Kim, qui est notre plus collaborateur, il sait que j'aime ça voir les maisons, c'est qu'on va voir les maisons. Quand on rentre dans les maisons, comme ben, comme architecte, on a le prétexte de dire vous allez voir votre entre-toit. Donc là, oui, mais l'entre-toit, il est accessible juste par le garde-robe de la chambre, de la boue, puis tu sais. Et là, pour avoir accès à l'entre-toit, il faut rentrer dans le garde-robe. Je ne sais pas si vous comment vous visualisez votre garde-robe, mais dites comme ça que vous avez visualisé le mien. Alors, la trappe dans le garde-robe chez nous, toujours le garde-robe, on ne peut pas prendre dans sa tête. Mais tout ça, c'est fascinant parce que, oui, l'entre-toit, c'est important. Le chemin pour se rendre à l'entre-toit, voir les solides, voir la charpente du toit, etc. C'est quelque chose. Mais tout le chemin, voir les garde-robes, l'absence de porte du garde-robe, etc. Même chose pour les aiguilles de cuisine. Donc, comme architecte, on dit, tu peux regarder votre plomberie. Les gens doivent avoir tu regardes de quoi petit exercice ce soir, en arrivant à la maison, ouvrez votre armoire en mode de défi. Portrait de vous. Portrait de vous. Alors, ça continue comme ça. C'est sûr que quand vous êtes ailleurs, il y a des choses assez fascinantes. Là. Comme par exemple, au Népal, la cuisine est sur le toit. C'est quand même curieux. La cuisine est sur le toit. En Afrique, la cuisine est là où est le feu, et là où tu vas égorger l'agneau. Il n'y a pas vraiment de place. Un peu curieux. En tout cas, curieux pour moi. Parce que pour moi, avec les boucheries de la cuisine, il y avait l'espace qui était là. Alors que dans certaines cultures, le lieu se définit par ce
qui s'y passe. Okay? Et donc, c'est aussi nomade. Aussi, une autre chose qu'on est, nous, ici, là, on est tous des vieux sédentaires. Hein? Le nomadisme, il est loin. Les vieux sédentaires, on est tellement vieux sédentaires là, que nos maisons ont des gros souliers de béton. Okay. Moi, quand j'étais dans les années 60, 70, j'étais adolescent, on se demandait entre nous, la carte des cheveux. Ça commençait par faire le bar hawaïen quand c'était fini. Ça, c'est la fin des années 60. Mais la fondation d'eau appartient aux sédentaires. Mais non, sans fondation appartient aux nomades, à ceux qui doivent partir rapidement. La maison sur pilotis, autour de. C'est quoi le lac? Autour de ciel. Il y a un lac et qui est très dépendant des eaux du fleuve. C'est quoi le grand fleuve qui passe en Thaïlande? Le Mékong. Bon, le Mékong, ça monte sur des mètres, des mètres. Quand vous allez là à la saison sèche, les maisons sont à 3 étages de haut sur des pilotis. Vous y allez à la saison des pluies, vous sortez de votre maison, la porte est là, la galerie est là, dans votre mètre carré. Et donc, il y a des perceptions de la maison qui sont extrêmement différentes. Et ce que j'ai commencé à dire au début, c'est que on vient, nous, du siècle américain. Pas tout le monde, mais grosso modo, on vient du siècle américain. Nous, on s'est imaginé que tout le monde devait passer par où on est passé, puis l'avenir, c'était la maison comme on la connaît. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur. On ne sert pas l'humanité en ne respectant pas ces différences. Savez-vous, par exemple, une anecdote, je suis allé il y a quelques années au Pérou, puis on a eu la chance d'aller à Iquitos, en Amazonie. C'est une ville où on va en avion, on part en avion. Et là, il y a un petit musée municipal sur les Indiens d'Amazonie. Et là, j'ai découvert, parce que c'est un petit musée fantastique, là, vraiment très idiosyncratique, mais avec des objets là, fantastiques. Et là, tout à coup, il y a une espèce de vitrine où on parle des tribus qui refusent le contact avec le monde moderne. Et là, je me mets à lire sur ça. Ils sont presque une centaine encore aujourd'hui à ne pas vouloir ces contacts. Ils refusent le contact avec le monde moderne. Et, grand bonheur pour moi, d'apprendre qu'il y a des centaines d'organisations au Pérou et dans les pays alentours qui défendent les droits de ces autochtones-là à refuser la part du monde moderne. C'est leur droit. Et donc, pourquoi ils refusent? Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Les curés sont allés, les mineurs sont allés, ça a mal tourné. Et là, il y a comme une légende. Ils voient ça à leur façon. Comment on n'arrive pas à voir comment ils voient notre monde. Parce qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de contact, presque pas. Si vous y allez, beaucoup de chance. Donc, moi, je pense que c'est important de respecter ça. Tantôt, est-ce que. C'est trop gentil. Bon, je pense que. Sinon, on pourrait continuer comme ça.